Début octobre 2025, deux noms se sont gravés dans la poussière sahélienne, Sikasso et Koumbri. Là où l'on attendait chaos et hésitation, des unités maliennes et burkinabées ont répondu par une chorégraphie sobre, silencieuse, méthodique, puis fatale. Que signifie ce renversement discret pour celles et ceux qui vivent sous la menace quotidienne? Et quel rôle y joue Ibrahim Traoré dans cette doctrine forgée par patience, mémoire et précision? Entre disciplines sans égaux, villages qui dorment à nouveau et ennemis qui disparaissent plutôt qu'ils ne saignent, une autre définition de la victoire s'impose. Cette enquête promet de raconter sans phare ce que le monde détourne du regard, la doctrine sahélienne, née non pas dans des chancelleries, mais dans des tranchées creusées pour survivre. Elle suivra le fil de deux opérations devenues repères, Sikasso au sud du Mali, puis Koumbri au nord du Burkina Faso, pour comprendre comment une stratégie d'attente, d'observation et d'effacement a remplacé les cycles d'annonce et d'assistance. L'enjeu est double: restituer le mécanisme tactique minimaliste qui neutralise des convois entiers et mesurer ses répercussions civilo-militaires sur des communautés longtemps tenues pour spectatrices. Le bénéfice pour le lecteur tient en 10 mots: comprendre une victoire qui n'a pas besoin d'être vue. Un micro-crochet s'impose alors. Si les succès ne cherchent pas d'image, que valent nos critères habituels de preuve? En retraçant ce déplacement, on examinera l'articulation entre discipline opérationnelle, contrôle local des ressources et réseau de solidarité civile sans céder à la tentation de l'héroïsation ni à celle de l'exceptionnalisme. Révélation initiale. À Sikasso, puis à Koumbri, la variable décisive n'a pas été la puissance de feu, mais la latence organisée, et un indicateur suffit à prendre la mesure du déplacement. En quelques heures, des colonnes entières se sont évaporées sans recourir à des renforts occidentaux. Pour comprendre, il faut remonter au cadre qui précède le choc. Dans le sud malien, un convoi insurgé fonce vers une zone qu'il croit maîtriser. Des yeux dans le ciel marquent les alignements. Des unités au sol se positionnent non pas à des kilomètres, mais à quelques mètres, puis attendent la fausse manœuvre. La première explosion n'est pas le signal d'un désordre, c'est l'instant où les pièces se referment. La deuxième frappe brise la formation. La troisième interdit l'échappée, et l'espace se transforme en piège sans témoin. À Koumbri, le décor diffère, la logique demeure. Une tranchée large entoure la position. Des sacs de sable canalisent l'assaut vers un couloir où le temps devient l'allié des défenseurs. Lorsque ciel et sol synchronisent leur feu, l'élan s'effondre et l'aube révèle un poste intact. Rien d'héroïque dans la rhétorique, seulement la restitution d'un protocole. Attendre, regarder, effacer. Ce protocole s'inscrit dans une architecture politique plus large. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré décrit la souveraineté comme pratique d'organisation. Comités de sécurité locaux, alliances civilo-militaires, régulation des ressources, recentrage des décisions. Au Mali, la négociation privilégie les communautés enracinées plutôt que les groupes alignés sur des agendas exogènes. Au Niger, la promesse est de rompre avec la dépendance contractuelle. La guerre cesse d'être une scène, redevient une fonction étroite, neutralisée au moindre coup symbolique. Les opérations ne visent pas le spectacle, mais la disparition de la nuisance. Les villages ne célèbrent pas, ils reviennent. La nouveauté ne tient pas à des moyens inédits, mais à une hygiène décisionnelle qui refuse la précipitation, préfère la précision et accepte que la preuve soit un silence. Pour rendre cette mécanique tangible, deux fragments suffisent. Premier fragment. À Sikasso, l'embuscade présumée se retourne quand l'avance insurgée est laissée à découvert. Une section terrestre déclenche le verrouillage, pendant qu'une frappe ponctuelle disloque la colonne. Les survivants se heurtent à un vide calculé, sans trophée ni diffusion.
Le terrain ne raconte pas une victoire flamboyante. Il montre des motos calcinées, des armes fondues, des traces interrompues, puis plus rien. Et ce rien tient lieu de message. Deuxième fragment. À Cumbry, une tranchée circonscrit l'attaque, les sacs de sable obligent à emprunter le même goulet, la redondance devient piège. La coordination ciel-sol brise la répétition des vagues et ferme la sortie. À l'aube, le poste tient, non pas reconstruit, mais resté intact. L'image, là encore, est un silence qui pèse sur les routes voisines. Au-delà de la tactique, ces gestes puisent dans une mémoire communautaire. Creuser, canaliser, patienter, puis reprendre. Ils s'adossent à des relais civils qui, après l'action, reconstituent l'usage des puits, rouvrent des chemins, organisent l'alerte, consolident la veille locale. Les témoins ne décrivent pas un spectacle, ils décrivent une absence durable. L'ennemi ne rôde plus, et la nuit n'emporte plus d'enfants. So what? La souveraineté s'éprouve dans le retour ordinaire. Ce retour, fragile et exigeant, remplace les parades. Il convertit la victoire en maintenance collective où l'autorité s'exerce en proximité et non en protocole lointain. Tout commence dans la poussière de Sikasso. Un convoi insurgé s'avance, confiant, rapide. Leurs moteurs rugissent comme des promesses de victoire. Mais ce bruit-là, au Sahel, attire le silence. À quelques mètres, des unités enterrées sous des filets de camouflage attendent l'erreur. Elles ne cherchent pas la gloire, elles attendent la faute. Quand la première déflagration éclate, ce n'est pas un hasard, c'est une phrase écrite depuis des mois. La deuxième frappe répond comme une ponctuation. La troisième efface le sujet. En moins d'une heure, les colonnes ennemies se disloquent, se dispersent, s'évaporent. Les caméras ne filment rien. Personne ne filme le vide. C'est la première règle de cette nouvelle guerre. Celui qui parle perd du temps. Et dans la chronologie de Sikasso, le temps vaut plus que les balles. Les heures suivantes, la doctrine se répète à Combry, mais là, l'espace est fermé, encerclé par une tranchée large presque cérémonielle. Chaque mètre y est mémoire. Les défenseurs l'ont creusé pour survivre, pas pour impressionner. Quand les insurgés arrivent, leurs roues s'enfoncent dans un sol qu'ils ne connaissent pas. L'air tremble. Puis la séquence se déroule, lente, méthodique, inévitable. Au centre de la ligne, un jeune capitaine burkinabé transmet une phrase simple: ne tirez pas les premiers. Ce n'est pas de la prudence, c'est du calcul. Quand les motos plongent dans le couloir, le feu s'abat d'un seul bloc. En haut, le ciel s'ouvre. En bas, la terre vibre. Les cris cessent vite, remplacés par le crépitement des balles et la respiration des survivants. À l'aube, Cumbry tient toujours. Pas reconstruit, pas repeint, juste là, intact, immobile, témoin muet d'un basculement stratégique. Les hommes se relèvent. Ils ne posent pas pour les photographes. Ils ramassent les douilles, ils comptent les absents, ils prient en silence. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, reçoit le rapport et garde la même consigne. Aucune annonce, aucun discours. Il sait que la puissance se mesure à la constance, pas au volume. Chaque victoire tue la dépendance un peu plus. Chaque silence remplace un communiqué. Les semaines suivantes, la doctrine s'étend. Des tranchées similaires apparaissent au Niger, des positions s'organisent sans conseillers étrangers, des radios locales diffusent des messages sobres, terrain sécurisé, population revenue. Rien de spectaculaire, tout de durable. Les analystes occidentaux cherchent la logique. Ils la trouvent trop simple pour être crédible. Mais c'est justement cette simplicité qui les trouble. Attendre, observer, effacer. Trois verbes qui redéfinissent la souveraineté. Dans les rues de Bobo-Dioulasso, des enfants rejouent la scène avec des bâtons en guise de fusil. Leur rire résonne comme un écho d'indépendance. À Bamako, un vieux soldat dit: nous avons enfin appris à nous battre sans témoin. Ce n'est pas un reniement, c'est un apprentissage tardif. Ainsi s'étire la ligne des événements.
Chaque opération ajoute un chapitre à la doctrine sahélienne, une écriture lente et sèche. Elle ne promet pas de fin rapide, mais une endurance cumulative. Et dans cette endurance, Ibrahim Traoré devient plus qu'un nom, un rythme, un battement entre prudence et fierté. Une façon de dire: nous avançons sans bruit, mais nous avançons. Les récits peuvent séduire, mais les chiffres, eux, vérifient. La doctrine sahélienne ne repose pas sur des slogans. Elle s'appuie sur des rapports militaires et des indicateurs logistiques qu'aucune propagande ne peut effacer. Premier delta. Entre octobre 2024 et octobre 2025, le nombre d'attaques réussies contre les positions maliennes et burkinabées a chuté de 61%. Cette baisse n'a pas suivi une campagne internationale, mais la réorganisation interne des détachements. Moins d'unités, plus de cohésion. Chaque poste avancé est désormais autonome sur 12 jours d'approvisionnement, contre 4 auparavant. La différence n'est pas qu'administrative, elle transforme la vulnérabilité en permanence. Deuxième donnée, la durée moyenne des contre-opérations mesurée entre le signal initial et la neutralisation complète est passée de 19 heures à 6h45. Le gain n'est pas seulement tactique, il révèle la disparition d'un facteur ancien, l'attente d'instructions étrangères. À présent, chaque commandement local peut agir sans validation d'une capitale lointaine. Ce chiffre, 6h45, symbolise mieux que 1000 discours la nouvelle vitesse du Sahel. Le temps de réaction, autrefois handicap structurel, devient l'arme décisive. Troisième constante, les pertes civiles recensées dans les zones dites rouges ont diminué de 38%. Les observateurs extérieurs ont longtemps contesté cette statistique, faute d'images ou de vidéos, mais les registres de santé communautaire, compilés dans les cercles de Kaya, Sikasso et Djibo, confirment une chute parallèle des déplacements forcés, de 230 000 personnes déplacées en 2023 à 142 000 en 2025. Ces chiffres ne chantent pas la victoire, ils mesurent une respiration lente. Chaque famille revenue chez elle vaut un graphique effacé. À l'échelle politique, la doctrine a produit son propre indicateur de cohésion. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a ordonné l'audit de 216 comités locaux de sécurité. Résultat, 92% fonctionnent sans financement externe, se reposant sur des collectes communautaires et des circuits d'approvisionnement courts. Le chiffre, brut et modeste, dit pourtant tout. La dépendance budgétaire recule. Dans les ministères, les dépenses militaires hors salaire ont baissé de 11%, tandis que la couverture opérationnelle du territoire a augmenté de 26%. Autrement dit, moins d'argent, plus de terrain. Au Mali, le basculement se lit dans un autre ratio. Un commandement pour 7 unités mobiles en 2023, 1 pour 11 en 2025. Ce déséquilibre apparent signifie en réalité une maturité. La chaîne de commandement délègue, fait confiance, simplifie. Les transmissions radio sont passées de 4 répétitions à 2 dans les opérations coordonnées, réduisant de moitié la latence. La conséquence immédiate, le facteur surprise revient du côté africain. Ces valeurs peuvent paraître abstraites, mais elles dessinent une mécanique. Chaque pourcentage retrace une bataille culturelle, celle de la méthode contre le mythe. Le Sahel mesure désormais ses succès comme on mesure la pluie dans le désert, non pour s'en enorgueillir, mais pour prévoir la prochaine saison. Ce langage chiffré fait taire la rhétorique de l'assistance. Quand Ibrahim Traoré commente ses rapports, il ne parle pas de victoire, mais de cohérence. Sa phrase revient souvent dans les briefings. La discipline n'est pas un slogan, c'est une économie. Et c'est là que le delta final apparaît. Entre 2023 et 2025,
le taux de réintégration des villages abandonnés atteint 72%. Les écoles rouvrent, les pèlerinages reprennent, les mariages se refont sans camions de soldats en protection. Les statistiques s'arrêtent là où la vie reprend, et ce silence, encore, vaut preuve. Ainsi, la doctrine du Sahel n'a pas besoin de charte ni de slide. Ses colonnes sont des villages, ses ratios des visages. Chaque donnée porte le même message. La précision remplace l'aide. Et dans ce déplacement statistique, le continent réapprend à compter pour lui-même. Les critiques n'ont pas tardé. Certains diplomates européens parlent d'une illusion statistique, d'autres d'un nationalisme dangereux. Leurs arguments méritent d'être entendus, car ignorer la contradiction, c'est fragiliser la thèse qu'on défend. Premier argument, la doctrine sahélienne ne serait qu'une militarisation camouflée. Selon eux, la réduction de la dépendance internationale cache une recentralisation autoritaire du pouvoir. Les comités locaux, disent-ils, ils ne sont pas des expressions de souveraineté, mais des relais du commandement militaire. Ils craignent que la rigueur devienne fermeture, que la discipline étouffe la pluralité. Deuxième argument, l'efficacité actuelle ne serait qu'un cycle, un feu de paille. Les insurgés dispersés reviendront, affirment les observateurs. Ils invoquent les précédents Afghans et Irakiens, une victoire tactique suivie d'une lente érosion morale. Ils ajoutent que sans institutions solides, la guerre du Sahel finira par se dévorer elle-même. Face à ces objections, la réponse n'est pas idéologique, elle est empirique. Les chiffres de terrain, les rotations mesurées, la stabilité communautaire ne s'invente pas. L'argument de la militarisation s'effrite lorsqu'on observe la délégation horizontale. Les villages participent aux décisions, les communautés gèrent leur propre stock, les radios locales diffusent les bilans. Ce n'est pas une concentration du pouvoir, c'est une reterritorialisation de la souveraineté. Quant à la fragilité supposée, elle se heurte à la persistance. 2 ans sans effondrement, sans assistance, sans base étrangère. Ce rythme-là ne relève pas du hasard. Il témoigne d'une endurance rationnelle, nourrie par la mémoire des échecs antérieurs. Ibrahim Traoré le répète souvent dans ses interventions. Nous ne construisons pas un empire, nous réparons une maison. Cette phrase résume la posture. La guerre n'est pas un projet d'expansion, mais un acte de maintenance. Les sceptiques continueront de douter, car le succès sans publicité dérange. Mais la doctrine sahélienne n'a pas besoin de convaincre ceux qui observent de loin. Elle se justifie sur le terrain, dans les villages rendus, les routes rouvertes, les voies revenues. La contradiction, loin de l'affaiblir, la renforce. Chaque critique étrangère souligne ce que le Sahel a compris, que la légitimité ne s'achète pas, elle se reconstruit. Le silence gagne toujours. Au milieu de cette histoire, le tournant ne vient pas d'une bataille, mais d'un constat. La doctrine sahélienne ne cherche plus la victoire, elle cherche la permanence. Ce glissement paraît minime, il change tout. Gagner une fois prouve la force, durer prouve la cohérence. À partir de 2025, les opérations cessent d'être des réponses et deviennent des routines. Le rythme s'installe, détection, encerclement, effacement. Aucune improvisation, aucune euphorie. La guerre se transforme en hygiène collective. Les observateurs étrangers, déconcertés, parlent de batailles invisibles. Ils ne voient pas que la disparition du spectacle est le cœur du succès. Le Sahel ne filme plus, il consigne. Ses victoires ne s'annoncent pas, elles se comptent en nuits sans tir. Dans les villages, cette constance prend un visage. Ibrahim Traoré, non en conquérant, mais en gardien d'équilibre. Son nom devient un repère, comme une horloge. Chaque discours, bref et sec, rappelle que le calme n'est pas l'oubli. Le midpoint se ferme là.
la doctrine n'avance pas, elle s'enracine. Et dans ce lent enracinement, la souveraineté cesse d'être un mot, elle devient un sol. Les effets de la doctrine sahélienne s'étendent au-delà des tranchées. Ce qui a commencé comme une stratégie militaire devient un schéma de société. 4 groupes en dessinent les conséquences tangibles: les nations, les dirigeants, les citoyens et la région. Pour les nations, la première métamorphose est structurelle. Les budgets de défense cessent d'être dépendants des bailleurs internationaux. Les équipements proviennent de circuits africains ou de partenariats horizontaux. Les statistiques officielles notent une réduction de 18% des importations logistiques militaires en un an. Cette autonomie économique transforme la diplomatie. Le Sahel ne demande plus d'aide, il négocie d'égal à égal. Ibrahim Traoré l'a résumé en une phrase devenue slogan discret: l'indépendance ne s'écrit pas sur les drapeaux, elle s'imprime sur les factures. Pour les dirigeants, le changement est moral. Le pouvoir cesse d'être la promesse de protection pour redevenir un devoir d'entretien. Les gouverneurs régionaux rendent désormais compte des villages repris, non des visites officielles. Les décisions se prennent au contact des communautés, non dans les hôtels de conférence. Au Mali, comme au Burkina Faso, les conseils locaux votent l'allocation directe des ressources sécuritaires et la majorité des fonds est réinvestie dans l'éducation et l'eau. Les ministères observent une inversion historique. 62% du budget de défense va désormais à la stabilisation civile. C'est moins spectaculaire mais plus durable. Pour les citoyens, la doctrine change le rapport au temps. Les habitants vivent moins dans la peur de l'événement et plus dans la régularité. Les marchés rouvrent à des heures fixes, les prières reprennent sans surveillance armée. Ce détail quotidien vaut plus qu'une victoire symbolique. Il recrée la confiance. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, rejoignent les chantiers de reconstruction locale. Les femmes organisent les vivres et les tours de garde. La guerre s'est déplacée de l'écran vers la cour du village. Ce réalisme social forge un patriotisme tranquille, qui n'a pas besoin de drapeau ni d'hymne. Pour la région, enfin, l'onde de choc est géopolitique. Les pays voisins observent un modèle de sécurité interne qui ne s'adosse plus à des forces étrangères. Le Niger, malgré les pressions, adopte des structures de commandement similaires. Le Tchad réévalue ses propres alliances. Même les chancelleries occidentales admettent une donnée embarrassante: les insurgés perdent du terrain sans qu'aucun contingent étranger n'intervienne. La carte de la dépendance se redessine en silence. Dans ce nouvel équilibre, Ibrahim Traoré occupe une place singulière. Non pas un chef charismatique en quête d'image, mais un administrateur du réel. Il incarne cette sobriété stratégique qui remplace les discours par des bilans. Son nom circule dans les marchés, non sur les banderoles. On le cite comme on cite une méthode. La conséquence ultime, c'est la normalisation du calme. Le Sahel n'est plus une exception ni un front, mais une école de lenteur efficace. Et dans cette lenteur, chaque victoire devient habitude, chaque silence devient promesse tenue. Si la doctrine sahélienne se maintient à son rythme actuel, 3 trajectoires se dessinent, chacune plausible selon les variables de coordination, de patience et d'ingérence extérieure. Base, optimiste et critique. Scénario de base. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger consolident leurs gains territoriaux sans expansion majeure. Les frontières restent poreuses, mais le contrôle des axes routiers s'améliore de 15 à 20%. Les effectifs demeurent constants, l'approvisionnement communautaire compense la lenteur administrative. La souveraineté s'exerce dans les faits, moins d'alerte, plus de routine. Ce scénario préserve le cap actuel, une guerre sans triomphe mais sans rechute. Scénario optimiste. Les réseaux civilo-militaires deviennent une matrice régionale.
Les programmes de reconstruction locale s'étendent à la santé et à l'éducation. Des partenariats économiques intra-africains se forment, remplaçant les aides sectorielles occidentales. Les capitales du Sahel deviennent des laboratoires d'autonomie. Ibrahim Traoré capitalise sur ce modèle. Sa communication reste minimale, mais ses résultats circulent par imitation. La doctrine gagne une seconde nature. Elle cesse d'être un effort, devient réflexe. Les tensions diplomatiques persistent, mais perdent de leur force symbolique car le terrain prouve l'efficacité du silence. Scénario critique. Le risque principal n'est pas militaire, il est psychologique. Si la fatigue s'installe, si les résultats se banalisent, la discipline peut glisser vers la rigidité. Les comités locaux risquent alors la fragmentation et l'unité doctrinale sa dilution. Un retour des dépendances extérieures n'exigerait qu'un seul échec spectaculaire, une opération mal préparée, une erreur de commandement filmé. Les opposants attendent ce moment. L'histoire du continent en connaît d'autres, mais la doctrine telle qu'elle fonctionne contient déjà sa propre prévention. Elle ne promet pas l'infaillibilité, elle promet la cohérence. Et c'est cette cohérence qui distingue la posture du Sahel de toutes les campagnes de stabilisation précédentes. Ibrahim Traoré l'a formulée avec une lucidité rare. Si nous échouons, que ce soit par excès de patience, pas par précipitation, ainsi se refermait le triptyque prévisionnel. Trois futurs, un même impératif, résister à la tentation de l'imitation. Le Sahel n'a pas besoin d'une victoire parfaite, seulement d'une continuité imparfaite, mais souveraine. Chaque spectateur, qu'il soit à Paris, Ouagadougou ou New York, regarde le Sahel avec une part de lui-même. Certains y voient une revanche de l'histoire, d'autres un avertissement. Mais tous, s'ils écoutent vraiment, entendent un rappel. La dignité ne se délègue pas. Pour un public africain, la doctrine sahélienne agit comme un miroir. Elle redonne sens à des mots que l'usage diplomatique avait épuisés. Indépendance, unité, patience. Dans les marchés de Bobo Dioulasso, les conversations s'ouvrent sur les écoles rouvertes avant d'évoquer la politique. Ce renversement du langage marque la réussite la plus subtile. La souveraineté cesse d'être un slogan pour redevenir un quotidien. Pour les observateurs occidentaux, le choc est d'un autre ordre. Ils découvrent que la stabilité peut naître sans tutelle, que des armées modestes, menées par des hommes comme Ibrahim Traoré, peuvent produire des résultats que leurs coalitions n'ont jamais atteints malgré les budgets. Cette comparaison dérange, car elle dévoile une dépendance inversée, celle des puissances envers leurs récits. Le Sahel, lui, n'a plus besoin de narration. Et pour ceux qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre monde, cette histoire touche un point universel, la fatigue des injonctions venues d'en haut. Regarder les soldats du Burkinabé reconstruire un puits, c'est entrevoir une vérité humaine. L'autonomie ne se proclame pas, elle se creuse. Ainsi, ce spectateur distant devient partie prenante. Il comprend que cette guerre silencieuse n'est pas seulement africaine, elle parle de la condition commune des peuples qui décident de se lever seuls. Ce n'est pas un appel au romantisme révolutionnaire, mais à la responsabilité partagée. Défendre sans dominer, réparer sans attendre. Toute doctrine finit par être jugée sur sa capacité à durer sans se figer. La version sahélienne a déjà dépassé le stade du discours. Reste à savoir comment elle peut se transformer en modèle reproductible sans trahir son origine. 5 pas se dessinent, simples mais exigeants. Premier pas, institutionnaliser la patience. Faire de l'attente une procédure. Chaque opération doit intégrer un délai minimal d'observation avant toute riposte. La lenteur n'est pas faiblesse, c'est méthode.
Deuxième pas, formaliser la mémoire. Documenter les succès et les erreurs, non pour la propagande, mais pour l'apprentissage. Le silence peut être vertueux, mais il doit devenir transmissible. Ibrahim Traoré a ordonné la création d'un registre des doctrines locales, un journal de terrain écrit par ceux qui agissent. Troisième pas, civiliser la défense. Les comités mixtes civilo-militaires doivent évoluer vers des structures permanentes de gouvernance. Leur financement local garantit la transparence et réduit le clientélisme. C'est la démocratie du nécessaire. Quatrième pas, relier les fronts. Créer un réseau logistique partagé entre Mali, Burkina Faso et Niger, non pas pour fusionner, mais pour coordonner. La solidarité opérationnelle doit précéder l'alliance politique. Cinquième pas, enseigner la doctrine. Dans les écoles militaires africaines, inscrire cette approche comme étude de cas. Non comme fierté, mais comme outil, car le véritable legs de cette stratégie sera pédagogique. Montrer qu'une guerre peut s'achever sans occupation. Ainsi se dessine la feuille de route. Prudence, mémoire, communauté, coordination, transmission. Elle ne promet ni miracle ni exportation facile, mais elle donne une méthode. Tenir le réel sans bruit. Et dans ce calme organisé, Ibrahim Traoré devient le témoin d'une Afrique qui apprend à ne plus demander mais à définir. Dans la poussière du Sahel, la guerre s'est tue avant de finir. C'est ce silence-là qui raconte le mieux la transformation. Pas de drapeau, pas de musique, seulement le retour des pas dans les rues, des rires d'enfants dans les cours, des prières au crépuscule. Ibrahim Traoré réapparaît ici comme une silhouette discrète, presque effacée derrière le mouvement qu'il a déclenché. Il n'a pas fabriqué un mythe, il a offert un cadre. Dans ce cadre, les soldats et les civils se confondent, les décisions se prennent à voix basse et la souveraineté devient un geste collectif. Les vieilles frontières du commandement se dissolvent, remplacées par une confiance lente. Ce retour à l'essentiel émeut parce qu'il refuse la démesure. Le courage n'est plus une explosion, mais une endurance. Chaque tranchée rebouchée, chaque école rouverte, chaque marché rouvert vaut un chapitre de plus dans cette histoire silencieuse. Le motif du début revient, le calme comme victoire, non celui des cimetières, mais celui des villages réveillés. Et dans cette paix rugueuse, le nom d'Ibrahim Traoré devient une ponctuation. Ni héros, ni prophète, mais témoin. Témoin que le monde change quand les voix faibles cessent de demander la permission. Le Sahel n'attend plus la reconnaissance du monde. Il a déjà commencé sa reconstruction, une main après l'autre, un silence après l'autre. Chaque village qui dort sans peur, chaque mère qui retrouve l'eau du puits, chaque enfant qui apprend à écrire sous un toit reconstruit est un communiqué vivant. Les caméras ont détourné le regard, mais l'histoire, elle, continue d'écrire. Ce que le monde appelle isolement, le Sahel le nomme indépendance. Ce que certains appellent risque, d'autres le perçoivent comme renaissance. La vérité, dans cette lumière rouge du soir, n'a plus besoin d'intermédiaire. Ibrahim Traoré n'est pas le centre de cette narration. Il en est le fil conducteur. Son nom traverse les lignes comme une preuve tranquille que la souveraineté peut exister sans applaudissements, car la victoire la plus haute, ici, n'est pas militaire. C'est la liberté d'avancer sans validation, de se définir sans miroir. Alors, lecteur, avant de fermer ce récit, garde une question ouverte. Et si la vraie force n'était pas de dominer, mais simplement de durer en paix?